Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astral. Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, si vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler ensemble de All About Love, de Bell Hooks. Et donc, c'est un peu mon retour là sur le podcast après beaucoup de péripéties. J'en ai beaucoup parlé sur Patreon, voilà, des petits épisodes de vie qui sont pas forcément hyper sympas. Mais en même temps, j'ai envie de dire, j'étais en train de vivre mon retour de Saturne. Donc, moi, en résumé, toujours quand je demande... quand je réponds aux gens qui me posent des questions par rapport à mon retour de Saturne, je leur dis que j'ai l'impression qu'on m'a jeté dans une machine à laver et que, voilà, l'essorage ne vient de commencer que maintenant. Et c'est l'essorage, hein, donc c'est vraiment la partie la plus violente. Mais au moins, j'ai cette espérance que le linge va en ressortir non seulement propre, mais en plus de ça, il va sentir super bon. Et il va être chouette à porter. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du club de lecture et de la lecture qu'on avait. Donc c'était All About Love de Bell Hooks, tout sur l'amour, dans la version française de l'essai. Je vais essayer de mettre un lien, mais j'avais déjà mis un lien, il me semble, sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube et également sur Patreon. Mais dans le doute, je vais remettre un lien dans la description de l'épisode. Donc c'est un peu ballot parce que ça devait sortir au moment de la Saint-Valentin, mais comme vous avez pu le lire sur la communauté via Théo, je suis gravement tombé malade. Et donc effectivement, je suis pas souvent malade, mais voilà. Quand ça arrive, je suis vraiment foudroyé. Non mais là, franchement, cette grippe, elle m'a allongé. Ce n'est qu'une grippe, Dieu merci. Mais elle m'a allongé, franchement. Et c'est toujours des moments où je me sens super humble. Parce que je suis un peu lune en gémeaux, solaire lion, ascendant scorpion. J'ai quand même un volume d'activité au quotidien qui est assez important sans prétention aucune. Voilà, je pratique pas, j'ai pas 5 cours de langue différentes avec 3 activités sportives, mais quand même je fais pas mal de trucs dans une journée. Et en fait là c'est aussi la honte de ne pas faire plus, la honte d'avoir des journées un peu moins remplies. Voilà, c'est là où je sens vraiment que mon soleil il est dans la maison traditionnellement associé au Capricorne, quoi. Je suis impitoyable avec moi-même. Anyways, donc comment m'est venue l'idée de lire Bell Hooks? Alors déjà, pour être totalement honnête avec vous, j'ai eu une expérience horrible avec certaines personnes du milieu militant slash intellectuel, militant, un peu de gauche, culturel à Paris. Donc je vais pas donner de nom parce que évidemment c'est un milieu qui est hyper vaste et tout machin. Mais disons que je suis tombé sur des personnes un peu pitbull où voilà, le dialogue il était pas forcément évident si on n'avait pas telle ou telle référence sociologique. Et mind you, je suis quelqu'un qui lit depuis que j'ai, je pense, 14-15 ans, au moins 20 bouquins par an. Au moins. Ça, c'est vraiment mon minimum. Au moins 20 bouquins par an. L'année dernière, j'ai fait 38. L'année d'avant, j'en ai fait plus de 40. Bon, en même temps, il y avait le Covid et tout, machin, donc j'avais plus de temps. Mais voilà, juste pour vous dire, c'est quoi mon profil et tout. J'ai quand même un profil de grand lecteur. Et en fait, c'est vraiment des personnes qui m'ont fait me sentir, mais comme une tache d'huile de palme, quoi. Genre, il y a déjà la tache d'huile, elle est pas très aimée, alors la tache d'huile de palme... c'est chaud, quoi. Et en fait, elle ne jurait que par Bell Hooks. Et du coup, ça m'a tellement... j'ai tellement eu cette espèce de posture de rejet que j'ai jeté la personne aux toilettes et j'ai jeté le bouquin de Bell Hooks aux toilettes. Un peu comme... comment elle s'appelle, l'autre idiote la petite sœur de Ron, Ginny, qui jette le livre de Tom Jedusor dans les toilettes. Il y a cette espèce de ralenti dans le film où on voit le bouquin du point de vue, en contre-plongée à l'intérieur des toilettes, on voit le bouquin qui tombe et tout. Et c'était un peu cette ambiance-là, quoi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais jamais lire cette go. Si les gens qui lisent Bell Hooks se comportent comme ça, je veux pas lire Bell Hooks, en fait. Et ça, c'est vraiment mon moi, je pense un peu uranien, un peu verso... très catégorique sur le plan intellectuel et tout. Vraiment, ça m'a... Voilà. Donc, du coup, fast forward, 4 ou 5 ans plus tard, je discute avec ma meilleure amie de tout et de rien. Et là, en fait, elle me dit qu'elle vient de finir All About Love de Bell Hooks. Et en fait, elle m'en a parlé juste pendant une semaine. Et ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu aussi passionné par un bouquin que je me suis dit, bon, ça y est, il est temps de m'attaquer à Bell Hooks.
Et par la grâce de Dieu, heureusement que j'ai lu Bell Hooks. Alors je me suis senti un peu en retard du coup par rapport à toutes les nanas qui m'ont dit que je suis pas capable d'avoir un argument ou d'entrer dans un débat sur quelconque sujet si j'ai pas lu tel ou tel sociologue, etc. Au final, 1, 2, 3, 4, vaut mieux tard que jamais. Et je suis très heureux d'avoir lu All About Love. J'ai défoncé le bouquin. Je pense que je l'ai lu en une journée, d'une traite. Voilà, j'ai pas pu le poser, j'ai pas pu le refermer. Je crois que j'ai pas mangé ce jour-là. Vraiment, c'est un bouquin qui a eu un très fort impact sur moi et qui m'a donné beaucoup d'espoir parce que c'est quand même une nana. Elle est née Gloria Jean Watkins dans les années 50. Hein. Donc à l'époque, le sud des États-Unis dont elle est originaire, le Kentucky, il est encore ségrégationniste. Et en fait, le truc de cette nana, c'est que elle adopte un pseudonyme en hommage à son arrière-grand-mère qui s'appelait Belle Blair Hooks. Et long story short, son choix d'écriture en minuscule, c'est un manifeste en soi. Hein, elle veut que toute l'attention soit portée sur ses idées et non sur son identité personnelle. Et j'ai trouvé ça hyper marquant aussi, puisque j'ai quand même eu un passif dans l'industrie du livre en France, dans mes études, dans les premiers boulots que j'ai eus, etc. Et c'est vrai qu'on a étudié tellement de parcours d'éditeurs et de lignes éditoriales de maisons d'édition. Et en fait, ce truc où on met le nom de l'auteur en note de bas de casse parce que on veut pas attirer l'attention sur le nom de l'auteur et plus sur le contenu de l'œuvre. Enfin, moi, ça m'a vachement touché. Alors évidemment, elle a pas inventé l'eau chaude, ça a été fait avant, hein. Mais c'est un truc qui m'a fait quelque chose, qui m'a touché. Anyways, Bell Hooks, c'est une figure centrale de ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel. Et donc on a eu la bonbonnière sur la guerre des sexes. Du coup, je vais pas vous refaire tout mon positionnement par rapport au féminisme, par rapport à l'intersectionnalité. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que moi j'ai été super woke pendant des années, mais vraiment, hein. Et en fait, j'ai eu une espèce d'épiphanie politique, je dirais il y a 3-4 ans, non, un peu plus quand même, ouais, 4-5 ans, où j'ai complètement pété un câble. Et peut-être qu'un jour on aura cette conversation-là en temps et en heure, mais voilà. En tout cas, pour vous dire que c'est quand même un domaine que je connais bien et que j'ai vécu. C'est pas un truc que j'ai étudié ou que j'ai lu. J'ai vraiment marché aux côtés de nanas pour qui le militantisme c'est un choix de vie. Hein, elles ont pas fait ça parce que c'était à la mode ou parce que c'était sur Insta. Elles vont être des militantes toute leur vie. Anyways. Et donc, la Go a consacré sa vie à l'analyse des structures de pouvoir qui régissent les relations de genre, de race et de classe. Donc là, vous allez vous dire, mais pourquoi, du coup, je choisis All About Love et tout, un bouquin de féminisme, de sciences sociales, etc., alors qu'on est quand même dans le club astral et que c'est un club de lecture qui traite surtout de bouquins de spiritualité. Alors déjà, bouquin de spiritualité, certes, mais on a aussi fait une biographie. Voilà, des essais. Donc vraiment, il n'y a pas que la spiritualité pure. Et dans tous les cas, All About Love, c'est aussi un bouquin de spiritualité. Moi, c'est ça qui m'a choqué, en fait. C'est que la posture, enfin en tout cas, le fait de se dire, oh my god, qu'est-ce que ce bouquin fait là dans le club de lecture? En fait, c'est presque l'inverse qu'il faudrait se dire. Pourquoi ce bouquin de sciences sociales contient autant de spiritualité? Ce n'est pas normal. Et franchement, je suis très heureux de l'avoir sélectionné puisque Bell Hooks a quand même écrit plus de 30 bouquins, dont le bouquin le plus connu qui s'appelle Am I a Woman? Est-ce que je ne suis pas une femme? 1981, qui analyse la marginalisation des femmes noires dans le féminisme, et aussi The Will to Change, qui est sur ma liste de lecture. C'est marrant parce que du coup, bon, je boudais et tout avec ces histoires de censure et tout. On peut pas s'exprimer si on n'a pas lu tel bouquin, etc. Mais en vrai, j'avais quand même mis The Will to Change, qui a été publié en 2004 par Bell Hooks, sur ma liste, et j'avais acheté le bouquin. Donc en vrai, j'allais lire Bell Hooks. Mais du coup, c'est cool que j'ai commencé par All About Love parce que ça m'a mis l'eau à la bouche pour The Will to Change. Et donc The Will to Change, qui est sorti en 2004, c'est un bouquin où elle explore la masculinité et les émotions refoulées des hommes. C'est un super bouquin, je trouve qu'elle a un traitement très intéressant des masculinités modernes.
Voilà, donc vraiment pour le coup, Bell Hooks, encore comme quoi, c'est jamais vraiment les penseurs et les idéologues le problème, c'est les personnes qui se servent de leurs idées, et qui généralement ont un agenda personnel, un agenda social, voilà, elles veulent une certaine mobilité sociale, pouvoir naviguer dans les espaces, etc. Et de ce fait, ces personnes-là, elles utilisent à mauvais escient des connaissances, des idéologies, des concepts et tout qu'elles ont glané ci et là, quoi. Donc Bell Hooks, elle a enseigné dans de nombreuses universités, dont des universités de ce qu'on appelle l'Ivy League, donc le top de la crème de la crème de la crème des facs aux États-Unis, dont Yale et donc le City College of New York. Elle meurt de manière tragique en 2021 et je crois que je m'en souviens parce que c'était autour de ces histoires de Covid et de pandémie et de confinement, et donc les gens lisaient énormément, et à l'époque en fait de sa mort, évidemment, comme tous les grands auteurs, une grande partie du catalogue, et j'ai même envie de dire du fond de son catalogue, est remonté un peu à la surface. Il y a eu beaucoup de listes de lecture et de recommandations de lecture, d'ailleurs l'été même de cette année, pour recommander aux gens de lire Bell Hooks. Et donc le fait qu'elle meure, comme dans toutes les grandes histoires des grands hommes et des grandes femmes, a évidemment amplifié son message, et le monde a réalisé à ce moment-là, trop tard comme d'habitude, qu'on a encore une fois perdu une voix majeure dans la pensée critique contemporaine. Et c'est ça que j'aime avec Bell Hooks, c'est que en fait au final le prisme et le chemin qu'elle utilise pour pointer du doigt le problème et pour identifier des pistes de résolution, évidemment il y a toute cette question de la race, de la classe, du genre, etc. Mais quand on creuse, c'est pas ça le fond de son propos. Le fond de son propos, c'est pas l'inégalité c'est mal, les riches sont mauvais, les pauvres sont bons, les blancs sont méchants, les noirs sont gentils. C'est tellement plus profond, et c'est pour ça que je trouve que ça lui va très bien d'être considérée comme une voix majeure de la pensée critique contemporaine, parce que c'est ce qu'elle est. Elle aurait été 1000 ans plus tôt ailleurs, elle aurait rendu le même boulot. Je pense que c'est ce qu'elle représente. Donc All About Love, et je vous donnerai la version française dans la description, c'est un livre qui a été écrit pour répondre à une profonde crise sociale, peut-être même pour la communauté afro-américaine l'une des plus grosses crises sociales après ce qu'on appelle The Great Migration, où on a eu beaucoup d'Afro-Américains qui ont quitté le sud des États-Unis pour trouver des opportunités économiques dans le nord. Vraiment, la fin des années 90, le début des années 2000, c'était chaud. Et donc, le bouquin, il sort en 2000, et donc All About Love, New Visions, ce n'est pas seulement un essai philosophique, c'est aussi une réaction directe à un monde de plus en plus individualiste et désenchanté. On est au pic des politiques de dérégulation des marchés, de ce qui reste en tout cas de la politique de Thatcher, de Reagan. Enfin, on est dans un monde qui fonctionne à pleine vitesse, et en fait cette vitesse, elle laisse pour compte, en tout cas elle laisse sur le carreau beaucoup de gens. Et donc le contexte aux États-Unis dans les années 2000, c'est le néolibéralisme, comme je vous le disais, un individualisme croissant, une expansion de l'idéologie de ce que c'est qu'un self-made man, une self-made woman, donc des personnes qui se font eux-mêmes, et on met vraiment l'accent sur la responsabilisation individuelle. Les années 2000, en fait, c'est vraiment les heydays du développement personnel. Et c'est marrant, parce que j'espère que je vais pas faire trop de digressions, sinon l'épisode il va durer 1000 ans, mais bon, en même temps, c'est l'épisode où on se retrouve, donc j'ai envie de dire, il a qu'à durer autant de temps qu'il doit durer. Mais c'est marrant, mais moi, je suis vraiment un bébé de la fin des années 90 et du début des années 2000. Et en fait, moi, je l'ai senti en grandissant, ce côté un peu Startup Nation avant la Startup Nation, ça y est, on est allé sur la lune, on a percé et tout. Enfin, j'ai vraiment senti ça en étant jeune. Et du coup, expansion de l'idéologie du self-made man et de la responsabilisation individuelle. En gros, si t'es pauvre, c'est ton problème. Lève-toi et réalise ta destinée, quoi. Et à l'époque, d'ailleurs, en Amérique latine et aux États-Unis, surtout en Amérique latine d'ailleurs, il y a vraiment un gospel particulièrement présent dans des espaces chrétiens. C'est le gospel de la prospérité. Et en fait, c'est des pasteurs qui vont volontairement axer leur prêche sur
l'émancipation, la responsabilisation individuelle et le fait d'être self-made, bon peut-être pas self-made man parce que c'est un peu anti-chrétien, mais en tout cas de se débrouiller pour sortir de la misère, quoi. Donc on a aussi, excusez-moi, j'avais dit Reagan et Thatcher, mais c'était avant évidemment puisque c'était la guerre froide. Ici on est plutôt dans la politique de Bill Clinton, qui est axée sur la dérégulation et la privatisation, mais qui a commencé en tout cas les travaux pour aller vers toute cette dérégulation et cette privatisation, c'est évidemment Reagan, c'est pas Clinton. Donc pourquoi le contexte de l'œuvre il est important, parce que il vient s'inscrire dans un schéma qui est, enfin en tout cas ça inscrit l'œuvre plutôt dans un schéma qui est beaucoup plus grand, et ça aide aussi je pense à ne pas trop faire une fixette justement sur voilà toute la dimension un peu classe race, voilà du bouquin qui je trouve ne l'aiderait pas beaucoup aujourd'hui puisque le monde a vraiment changé. Donc Clinton qui est là, c'est aussi l'érosion des protections sociales, toute la politique alors je saurais pas comment traduire tout ça en français, mais en gros c'est des chèques sociaux qu'on donnait à des femmes, mais la condition pour qu'elles reçoivent ces chèques sociaux c'est d'être dans une famille, dans une configuration familiale et de foyer où le père n'est pas présent. Et donc en fait moi c'est un truc dont je me suis rendu compte très tard, et d'ailleurs je me demande si c'est pas des critères d'éligibilité qui sont similaires à l'octroiement des aides sociales en France aussi, quoi. Mais en gros, voilà, il faut pas que le père soit présent. Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé beaucoup de situations où des femmes ne veulent pas en fait que le père soit présent dans le foyer. Comme ça, elles peuvent bénéficier des aides sociales. Donc vraiment un truc mais catastrophique, particulièrement pour la communauté noire aux États-Unis. Et ça a créé un peu cette espèce de ghetto culture. Moi, je me permets parce que je suis une personne noire, mais voilà, c'est pas ça la culture américaine, afro-américaine, quoi. Mais en tout cas, toute cette pauvreté, ça a créé une espèce de culture pas très saine, quoi. Hein. La culture, c'est la culture, donc il y a pas de mauvaise culture. Mais voilà, je trouve que ce truc-là de la misère des années 2000 et tout, ça a vraiment créé une culture de ville pour les personnes noires qui est vraiment pas saine et qui fait pas forcément l'exaltation des plus grandes vertus dans l'expérience humaine, quoi. Donc néolibéralisme, individualisme croissant, affaiblissement des structures communautaires. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc qui est hyper intéressant, c'est que comment elle s'appelle, l'auteur Bell Hooks, elle est née dans le Kentucky ségrégationniste. Et en fait, dans le Kentucky ségrégationniste, elle avait quand même le recul, la perspective, la vision, le regard sur la société pour écrire 30 essais politiques, philosophiques. Bon, elle n'a pas écrit que 30 essais, il y a des poèmes aussi, mais pour écrire autant de bouquins qui ont autant d'impact et de poids, faut se poser des questions quand même. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire en fait si la nana qui a écrit le bouquin et qui a autant d'impact, elle est née dans un Kentucky qui est ségrégationniste, et au moment où elle sort le bouquin arrive dans un contexte où il y a un affaiblissement des structures communautaires. Ça veut, enfin, moi en tout cas, je fais la connexion. Peut-être que c'est pas une évidence, mais en fait, le niveau d'éducation et d'accès surtout à l'éducation dans les dimensions, enfin dans les espaces ségrégés pour les Afro-Américains, bah, ils s'en sortaient mieux là-dedans que en étant mélangés avec tout le monde. Dans les grandes villes, voilà, banlieue de New York, banlieue de Los Angeles, etc. Ils étaient beaucoup plus prospères dans le sud ségrégé, économiquement, en termes d'éducation et socialement, que dans le nord, libre, soi-disant, mais en fait, c'est juste de New Slavery, quoi. Bon, après, forcément, moi, je suis passionné d'histoire américaine, donc je rentre dans les détails, mais voilà, pour les personnes en tout cas dont le sujet ça les intéresse, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Des fois je me sens un peu seul dans ces trucs-là, mais bon, c'est important en tout cas de poser le contexte. Donc il y a un rapport de l'EPI, donc l'Economic Policy Institute, qui sort en 2000 aussi, et qui montre l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Je sais pas si vous pouvez faire le lien, parce qu'en vrai on était tellement jeunes, surtout ma génération, mais en fait c'est vraiment à cette époque-là que les gens ont commencé à faire diffuser ce discours dans les médias de les plus riches deviennent plus riches, les plus pauvres deviennent plus pauvres.
c'est autour des années 2000, où en fait il y a cet Economic Policy Institute qui, dans les années 2000, sort cette étude sur l'écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, et comment cette année-là, en 2000, d'ailleurs je trouve ça hyper satanique, mais bon, on arrive bientôt au bouquin, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est dans les années 2000, donc dans ces années 2000, qu'on a le record historique d'écart de richesse entre les riches et les pauvres, et cet écart-là, il n'avait pas été atteint depuis les années 20. Hein. Donc les années 20, la dépression, et en fait, nous, les pauvres, les gueux, qui sommes en bas dans l'échelle, la chaîne alimentaire, en fait, on le perçoit comme une catastrophe, donc on le décrit comme une catastrophe. Mais en vérité, c'est juste de très grands transferts de richesse. C'est de l'argent et des capitaux qui se déplacent. Et en fait, nous, comme on est fragile, voilà, c'est des catastrophes, etc. C'est la grande dépression. Machin. Pour les riches, juste, on change de nationalité ou on change de stratégie avec le gouvernement, quoi. De grandes crises dans les relations humaines. Il y a eu un record historique aussi de divorce, puisque on a 50% des mariages qui finissent en divorce aux États-Unis dans les années 90. Et en fait, selon le Pew Research Center, le pourcentage d'Américains mariés est passé de 72% dans les années 60 à 50% dans les années 2000. Et donc ça, c'est vraiment une montée de l'individualisme romantique qui a été notamment promue par Hollywood. Hein. Donc la crise de la masculinité toxique aussi, elle est très importante dans les années 2000. Donc c'est la suite des combats féministes. On a de nombreux hommes qui se sentent perdus dans leur rôle sociétal. Et Bell Hooks, en fait, elle dénonce une culture qui ne permet pas aux hommes d'exprimer leurs émotions, ce qui empêche la construction de relations saines. Et donc, en fait, on a surtout des relations où on a des femmes qui comment dirais-je, qui se mettent automatiquement dans une posture d'éducatrice et d'élève, en fait, avec ces mecs-là. Et c'est pas forcément la meilleure manière de faire, quoi. Donc, le taux de suicide des hommes reste 4 fois plus élevé que celui des femmes. Hein, tout ça, c'est des chiffres de l'American Foundation for Suicide Prevention, mais il est quand même en hausse. Hein. Donc pourquoi All About Love, c'est un livre essentiel, maintenant qu'on a posé le cadre. All About Love, c'est la remise en question des conceptions traditionnelles de l'amour. Loin du conte de fées de Disney, ici, Bell Hooks, en fait, elle nous montre vraiment que l'amour ne se résume pas à un sentiment, mais à des actions concrètes, conscientes et engagées. Et en fait, moi, ça m'a vraiment donné un sursaut de dignité, hein. Je vais même pas mentir ou prétendre un sursaut de dignité, parce que ça m'a fait réaliser que, en fait, je suis exigeant dans tout dans la vie. Je vais pas faire semblant, hein. Je suis lion, ascendant scorpion, lune en gémeaux, donc vous vous doutez bien que j'ai réfléchi quand même. Mais je suis pas exigeant dans l'amour. Voilà. Alors que c'est juste le domaine dans lequel on devrait être le plus intransigeant. Et c'est vraiment la lecture de Bell Hooks qui m'a appris ça, à quel point qui m'a révélé plutôt à quel point je ne suis pas exigeant en amour. Et donc ici dans le bouquin, elle critique l'idée romantique dès les premières pages. Hein. Dès les premières pages, direct, elle met notre définition personnelle de l'amour à la poubelle. Voilà. Puisque elle met en évidence à quel point on nous fait croire que l'amour, c'est quelque chose d'inné et que c'est quelque chose de facile. Alors qu'en fait, non seulement il faut aller le déterrer, mais en plus de ça, c'est difficile à déterrer et à faire remonter à la surface l'amour. Donc, selon Bell Hooks, la société n'éduque pas les gens à aimer et la majorité des relations échouent par manque de compréhension et de discipline émotionnelle. Et je suis complètement d'accord avec elle. Évidemment, je suis de nature saturnienne, donc forcément, je vais dans ce sens-là, discipline émotionnelle et compréhension. C'est un bouquin qui a influencé, alors au-delà d'influencer la génération de jeunes, de moins jeunes et tout, qui était là quand le bouquin est sorti dans les années 2000, c'est un bouquin qui a influencé la pop culture. Et en fait, toutes les discussions modernes sur l'amour, bon peut-être pas toutes, mais en tout cas il y en a de nombreuses qui sont directement influencées et inspirées par des thèmes qui ont été amenés dans le bouquin. Et en fait, je me suis dit wow. Genre la meuf, c'est quand même une petite femme noire du fin fond du Kentucky. Enfin voilà quoi, je me dis c'est fou comment le micro
peut définir des choses très claires à l'échelle macro, en fait. Et ça, il faut jamais oublier ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est tous là. On croit en ça, sinon on s'intéresserait pas à l'astrologie, et encore moins à l'astrologie archétypale. All About Love a inspiré Brené Brown, qui est l'auteur en fait de The Gifts of Imperfection, qui s'appuie sur les concepts de Bell Hooks sur la vulnérabilité, sur l'amour authentique. C'est également un bouquin qui est régulièrement cité dans les podcasts féministes et de développement personnel. Donc je vous ai dit, moi c'est la raison pour laquelle j'ai jeté le bouquin à la poubelle tout simplement. En bonne maison 4 en verso. Je me suis dit fuck it, j'en veux pas. Si ces gens-là ils prennent ça comme Bible et comme livre de chevet, je n'en veux pas. Et Dieu merci, je me suis fait ma propre idée de la pensée de l'auteur. Comme quoi il y a vraiment des gens qui trahissent aussi les pensées des auteurs pour avancer leur propre agenda social. Donc la génération des millennials et des Gen Z revisite l'amour sous un prisme qui est beaucoup plus critique et qui est influencé par les idées aussi de Bell Hooks sur les relations non conventionnelles, sur la guérison et sur l'importance de l'amour de soi. Et un autre truc qui m'a fait mal dans la lecture de ce bouquin de Bell Hooks, c'est que en fait concrètement, bon, je vais tellement me faire d'ennemis, mais grosso modo, il y a beaucoup de gens qui se sont emparés des idées de cette nana et ils trahissent en fait les idées de cette nana. Parce que en vrai, on pourrait croire quand on entend certaines personnes citer Bell Hooks que tout ce qu'elle dit sur l'émancipation, sur la guérison, sur l'amour de soi, que c'est ça en fait la fin en soi. Alors qu'en fait, dès le départ, elle dit que c'est pas une fin en soi en fait la guérison. Donc le but c'est pas de rester indéfiniment dans ces états de guérison en fait. C'est fou en plus que j'ai lu ce bouquin-là à une période où j'étais vraiment en désaccord avec la personne avec laquelle je vivais, et qui a conclu d'ailleurs avec une rupture. Hein. Je suis sorti de l'appart et là je suis dans mon nouvel appart. C'est de découvrir à quel point l'amour, surtout quand on a été dans des environnements qui ne nous ont pas forcément montré des modèles d'amour qui étaient sains, à quel point c'est rare en fait. C'est super rare. Et le bouquin, il va encore plus loin puisqu'il fait aussi une dénonciation des tous les narratifs capitalistes et hollywoodiens qui ont corrompu en fait notre vision de l'amour. Je vous disais un peu plus tôt que cette espèce de profil d'individualisme amoureux, d'individualisme émotionnel, il a vraiment été promu par Hollywood en fait. Le plus important, c'est ta satisfaction personnelle. Hein. Le partenaire devient un objet. La marchandisation des relations, les sites de rencontres, le coaching love, le romantisme instagrammable, le mythe de l'âme sœur qui est entretenu par les films romantiques qui placent l'amour aussi comme une quête individuelle et comme un travail mutuel. Et non comme un travail mutuel, pardon. Les réseaux sociaux aussi qui ont renforcé la superficialité dans les relations avec donc la montée en force des dating apps et des relations consommation. Il y a un super bouquin qui a été écrit sur le sujet et qu'on a lu ensemble dans le club de lecture qui s'appelle La société de la transparence, qui parle de ça, qui parle des réseaux sociaux et de l'exigence de la transparence en fait. Comment on veut tout voir tout de suite. Voilà, on veut une photo du gars ou de la nana topless, machin. Est-ce qu'elle est en bonne santé? Quel âge elle a? Quelle école elle est? On veut tout savoir tout de suite. Et en même temps, est-ce que le fait d'avoir toutes ces informations sur cette personne, ça nous fait vraiment comprendre qui est cette personne dans son âme, dans son intériorité? Évidemment, la réponse est non. Parlons maintenant de l'impact et de la résonance aujourd'hui de All About Love. Donc All About Love, est-ce qu'il est encore d'actualité en 2025? Évidemment que oui, puisque en plein air du ghosting, du polyamour, de l'ultra-individualisme amoureux, c'est un livre qui offre un retour au fondement. Aimer, c'est prendre soin activement. C'est tout. Il n'y a pas d'autre définition de l'amour. Aimer, c'est prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un activement, ou d'une idée même, d'un concept activement. La montée de la solitude moderne aussi, plus de 60% des jeunes Américains se disent isolés selon un rapport du Surgeon General en 2023. Les jeunes générations recherchent des modèles relationnels plus sains et durables. Donc pourquoi ce bouquin, c'est une révolution? Il redéfinit l'amour donc comme un choix et comme une discipline, pas comme une émotion passagère. Il expose la marchandisation des relations et l'impact du capitalisme sur nos perceptions. Il ouvre la voie à une spiritualité de l'amour, loin des clichés romantiques. Il critique la culture patriarcale qui empêche les hommes et les femmes de s'aimer
librement, il reste aussi une référence donc pour tous les penseurs modernes, et ça va du développement personnel jusqu'à la guérison émotionnelle. Donc, All About Love, c'est un manuel pour réapprendre à aimer. La réponse c'est non. Moi j'ai lu Un courant miracle, donc je vais pas forcément vous dire que ce bouquin-là, c'est un manuel pour réapprendre à aimer. Cependant, l'auteur nous invite à réapprendre l'amour comme un processus actif et spirituel. Et ça, c'est vraiment la leçon principale qu'il faut retenir du bouquin. Et c'est aussi comment dirais-je, la prouesse de Bell Hooks, c'est que en 2025, alors que tout l'amour est en crise, que les gens ne couchent plus ensemble, on a cette lecture qui est un appel à la reconstruction. La reconstruction de soi, la reconstruction de nos relations, la reconstruction de notre vision du monde. Et en fait, là, je pense qu'on en a eu marre de la déconstruction. Hein. Je me déconstruis. Voilà. Maintenant, il faut commencer à reconstruire. On a assez déconstruit. Hein, le monde est en train de voler en éclats. Et en fait, il faut recommencer à rebâtir et à établir des fondations qui sont solides. Donc, si l'amour était enseigné comme une compétence et non comme une fatalité, notre société serait méconnaissable. Et donc, ce qui est trop cool ici, c'est que on a plein de leçons sur l'amour. Donc, notamment le fait que l'amour, ce n'est pas juste une dynamique relationnelle, c'est une énergie spirituelle qui façonne nos vies. L'auteur, elle voit notamment l'amour comme une pratique consciente et transformative, et non comme une émotion passive. Et nous sommes dans une ère où les relations se fragmentent. Hein. Le ghosting, maintenant, c'est devenu quelque chose d'accepté. Hein. Ça a été normalisé. D'entretenir une relation avec quelqu'un et de brutalement arrêter de répondre à la personne. La polarisation des relations hommes-femmes dont on a parlé ensemble dans l'épisode de la bonbonnière sur la guerre des sexes. Donc, moi, je vous recommande vraiment de donner sa chance au bouquin. Il n'est pas qu'en anglais, pas de panique. Il y a une version française qui a été publiée par une maison d'édition dont j'ai oublié le nom, qui est spécialisée dans les essais politiques, etc. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Hein. On dirait que ça parle que de politique, mais c'est vraiment un bouquin qui parle d'amour et d'une manière qui est tellement simple. Et je comprends le succès derrière le bouquin parce que elle explique très simplement des concepts qui sont compliqués. Donc ça, c'est vraiment cool. Un autre truc dont je voulais aussi vous parler, c'est de la question de pourquoi est-ce qu'on a perdu l'amour. Et c'est marrant, quand j'ai commencé le podcast, je vous disais que je déteste parler de love et je déteste les synastries. J'étais un peu Gremlins. Et là maintenant, je me retrouve à faire plein de sujets sur l'amour et je me dis waouh, le chemin qui a été parcouru, c'est Saturne en Poisson en maison 5. J'ai pas du tout le même rapport aux relations et à l'amour, même dans sa définition la plus romantique. Que avant mon retour de Saturne, et juste je trouve ça hyper comique en fait. Donc le mal du siècle pour nous, c'est une génération entière qui galère avec l'amour, qui est aussi entre le cynisme, la désillusion et l'hyper contrôle émotionnel. Et donc on peut se demander pourquoi, et ça va être l'objet du prochain épisode qui se détache un petit peu du livre et de Bell Hooks, mais qui est tout aussi intéressant, où on va se demander, se poser la question du mythe du happily ever after et comment Hollywood nous a menti. Donc ça va être tout un épisode complet sur la machine hollywoodienne et sur la propagation, voilà, de certains fantasmes, de certaines idées, en tout cas de l'amour, qui ont profondément influencé les gens, puisque c'était une époque où les médias étaient extrêmement puissants, on avait beaucoup moins d'alternatives, on n'avait pas encore de smartphone, le cinéma vendait beaucoup de tickets, la télévision, c'était des audiences qui étaient records, hein, voilà, presque on regardait la télévision comme on allait à la messe, hein, comme on dirait en France. Donc voilà, on va parler de tout ça parce que c'est des éléments qui sont vraiment importants à explorer et qui sont explorés aussi par Bell Hooks, mais il faut revenir dessus. Donc voilà mes chers amis, j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver donc dans la suite de cet épisode qui sera évidemment disponible sur Patreon, où on va parler donc de l'héritage du capitalisme et donc de la transformation de l'amour en transaction, les blessures de l'enfance et pourquoi on galère autant avec l'amour,
et s'il est vraiment possible de créer une nouvelle vision de l'amour. Et donc le premier chapitre de cet épisode, ça va être évidemment le mythe du happily ever after et comment Hollywood nous a menti, comment Hollywood nous a manipulé pour avoir le rapport à l'amour et aux relations qu'on a aujourd'hui notamment. Et prouesse, hein, moi je dis pas ça en mode bouh, méchant Hollywood, il y a des très bons films qui sont sortis et qui ont positivement inspiré et changé le cœur des gens, hein, donc c'est pas que du négatif, mais je pense que ce soit le négatif ou le positif, c'est très important de revenir sur ça, parce que c'est une forme de conditionnement, et même si on sort de la déconstruction, faut pas pour autant dormir sur le conditionnement, quoi. Il faut se déconditionner si on veut pouvoir penser de manière libre. En tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre cet épisode. Je pense que vous devez entendre à ma voix que je suis malade et que je suis un peu faible, mais ce n'est pas grave, ça a été un plaisir, et je pense que vous pouvez aussi entendre à ma voix que je suis un peu plus énergique après avoir fait 1 heure quasiment avec vous. Qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est 35 minutes, mais vous voyez, moi j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis là. Donc je vous embrasse, mes chers amis. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode du club de lecture. Voilà, et donc on va refaire peut-être une réunion de restitution, parce qu'on n'a pas fait la réunion de restitution, je suis malade. On va soit la décaler, soit on verra comment ça s'arrange, mais voilà. Donc juste restez à l'affût, les concernés, vous allez recevoir un lien incessamment sous peu. Donc voilà, je tiens à vous rappeler aussi qu'il y a toujours une réduction sur toutes les offres de synastrie de mythologie astrale, que ce soit l'Orphée, que ce soit l'Harmonia, que ce soit le Sarai ou le Vénus Génitrix, voilà, toutes ces offres de prestations en utilisant la synastrie, donc la superposition de 2 thèmes astraux, pour pouvoir les comparer, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale ou une relation professionnelle, et ensuite tirer peut-être pas des conclusions, mais en tout cas nourrir la réflexion sur quelqu'un. Voilà, donc tout ça, ça se passe sur mythologieastrale.com. N'hésitez pas à scroller jusqu'en bas, hein, les sites ne sont absolument pas conçus pour faire des prestations d'astrologie, hein, ils sont conçus pour vendre des plugs, des mugs, et je ne sais quelle autre babiole, voilà, donc c'est compliqué de trouver un template qui correspond à ce que je fais, donc je fais au mieux. N'hésitez pas à scroller jusqu'en bas pour pouvoir accéder à votre commande. Des fois, ce n'est pas que la commande ne s'affiche pas, c'est juste que vous n'avez pas scrollé jusqu'en bas. Donc voilà, c'était Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé ici, vous êtes plutôt futé, et on se retrouve au prochain épisode pour parler donc du mythe de l'Happily Ever After et comment Hollywood nous a menti.